Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir pour sa dernière émission de sa saison 4 en cette fin du mois de juillet 2017, le professeur Omar Aktouf de HEC Montréal. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être réinvité. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous parce que vous avez plusieurs actualités. La première, c'est que vous êtes en Algérie et vous êtes en tournée. Vous donnez des conférences en ce moment. Ça se passe comment? En fait, j'étais en voyage privé pour la famille, tout ça, des mariages, c'est l'époque. Mais puis des amis m'ont mis beaucoup de pression parce que j'ai fait un testament, comme vous le savez, il y a quelque temps, pour dire que basta, je parle plus de l'Algérie. On en dirait un mot. Mais bon, je peux pas trop résister, alors j'essaye on va en parler comme on a convenu, on va parler un peu de la situation mondiale, tout ça, et puis alors voilà, sur l'Algérie aussi. C'est l'autre raison pour laquelle vous êtes sur le plateau de l'invité du direct aujourd'hui. Dans quelques jours, j'ai noté, c'est le 9 août 2007, BNP Paribas avait suspendu la cotation de 3 fonds d'investissement. C'est un peu les histographes de la crise des subprimes, retenus comme étant la date où se révèle, en dehors de la communauté des affaires, au monde se révèle le fameux risque des titres des crédits subprimes de l'immobilier américain et le début de ce que va être la grande crise de 2008, 2007, 2011. On n'en est pas complètement sorti. Mais alors ma question, elle est toute simple. Où en est le capitalisme mondial, où en est le monde aujourd'hui, 10 ans après le début de la crise des subprimes? Écoutez, malheureusement, c'est que 1 an ou 2 ans après le fameux mois d'août, tout ça et la crise, Sarkozy en tête, tout le monde disait Obama, etc. Il faut refonder le capitalisme, il faut complètement revoir les façons de fonctionner des banques, limiter les salaires des banquiers à $500,000. Obama voulait limiter le salaire des banquiers à $500,000, etc. Brider la finance, brider la spéculation, limiter les primes aux traders, aux traficoteurs. Moi, j'appelle ça les traficoteurs, les boursicoteurs. Mais évidemment, ils n'ont rien fait de tout ça. Alors, ils n'ont rien fait de tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, la force de Wall Street et de la City de Londres sont trop grandes. Tout de même, professeur, il y a quand même plus de régulation. Il y a eu des dispositions qui ont été prises qui font que on est revenu à la séparation de la banque d'affaires et de la banque de détail. Il y a un minimum de règles qui ont été édictées, peut-être pas toutes les règles qui ont été promises, qui font que peut-être que les règles prudentielles ne sont pas celles qui devraient être, mais le capitalisme, vous dites, il n'a tiré aucune leçon de ce qui est arrivé. Non. Là, vous faites allusion à un décret Glass-Steagall, qui était un décret qui date, mon Dieu, des années 30 du siècle dernier, je pense, je sais plus, et qui effectivement balisait les rôles des banques. Il y avait les banques d'affaires, il y avait les banques d'investissement, il y avait les banques d'épargne, il y avait les banques industrielles, et les banques n'avaient pas le droit de faire de l'assurance, des trucs comme ça, des produits parallèles, des produits. Donc, et là, c'est Reagan qui a aboli ça de façon, disons, non officielle. Il a aboli dans les faits, et c'est Clinton dans les années 90 qui a complètement abrogé cet arrêt, cette loi Glass-Steagall n'a jamais été rétablie. Et donc on a demandé, je pense, beaucoup plus de la bonne volonté de la part des banques de se limiter un peu, par exemple les banques d'épargne, d'arrêter de faire des investissements trop risqués, d'aller dans des trucs comme les subprimes, des produits dérivés potentiellement toxiques, tout ça. Mais on a beaucoup compté sur, en tout cas aux États-Unis et au Canada, sur la bonne volonté des banques. Au Canada, c'est différent. Au Canada, il y a une loi qui existe toujours, qui oblige les banques canadiennes à avoir un minimum de capitalisation assurée pour éviter qu'elles tombent en défaut de paiement ou de liquidité. Mais aux États-Unis, il n'y a pas. Donc non, ça n'a rien donné. Nous sommes toujours pas sortis de cette crise. Et pour preuve, enfin pas sortis en tout cas du risque de replonger. Ah oui, mais on va replonger. Aujourd'hui, apparemment, dans les derniers chiffres que j'ai lus, il y aurait quelque chose comme les produits dérivés potentiellement toxiques
et les liquidités qui circulent, obligations, débentures, etc. Bon, les liquidités, tout ce qui est liquidable à court terme, ça serait quelque chose comme 8 à 10 fois le montant de la bulle de subprime. Alors vous dites déjà dans votre livre paru en Algérie aux éditions Arak, la stratégie de l'autruche, post-mondialisation, management et rationalité économique, que justement cette bulle des produits dérivés, elle avait continué à croître après 2008. Et elle était passée, en dépit de tout ce qui était arrivé, de 680 000 milliards de dollars à 693 000 milliards de dollars en 2013, au moment de l'apparition de la première parution. Exactement. Et cette tendance, c'est depuis... oui, ça se maintient. Toujours, c'est la spéculation, parce que les bourses de tout ce qu'on appelle le pays capitalisme, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Suisse, tout ça, c'est de la spéculation. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ils font des profits sur la spéculation sur les actions. Il faut que les actions soient toujours en hausse. Par exemple, je sais pas moi, Facebook qui vaut rien du tout, c'est zéro actif, zéro machin, c'est que du virtuel, il y a 100 milliards de dollars à la bourse. Ça, c'est du vent, c'est de la bulle, c'est tout. C'est de la Google, la même chose. Tout ça, c'est que de l'argent qui est de la bulle qui s'accumule. Alors il y a 4 bulles qui nous menacent. Là. Il y a cette bulle, là, donc déjà des produits dérivés potentiellement toxiques, etc. Du même genre que les subprimes. Il y a la bulle des ventes des automobiles américaines notamment, parce qu'elles se vendent pas. Donc ils les offrent quasiment à zéro financement, de 1 à 2 ans, 3 ans. Et ensuite, ils comptent sur le fait que l'Américain qui n'a rien payé, c'est la même chose que pour les subprimes, le même scénario, qui n'a rien payé pour sa voiture et qui ne paye aucune mensualité, s'habitue à ça. Et ils ont mis un système dans les voitures pour les bloquer à distance au moment où il doit commencer à payer. Et ils comptent sur le fait que l'Américain soit tellement attaché à sa voiture qu'il soit prêt à vendre sa maison, je sais pas quoi. Et il y a même, je pense, un représentant d'industrie américaine qui aurait dit, je mets ça au conditionnel, l'Américain moyen sera tellement attaché à sa voiture qu'il sera prêt à vendre sa mère. Pour la conserver. Pour la conserver et payer les... Donc c'est une bulle, on sait pas trop quel est le chiffre, mais en tout cas elle se chiffre entre 1, 2, 3 000 milliards de dollars. Troisième bulle, c'est la bulle des dettes étudiantes. Oui, on en parle. Il y a eu une grande grève au Canada. Ah oui, les dettes étudiantes, absolument. Le Canada c'est nul. La dette étudiante au Canada, à côté des États-Unis, c'est pratiquement epsilon. Alors, on peut expliquer le système, les étudiants s'endettent pour payer leurs études supérieures, s'endettent beaucoup avec la promesse de rembourser sur leur carrière. L'obligation. La oui. dette étudiante est la seule dette imprescriptible. Vous pouvez vous endetter pour acheter un casino, je sais pas quoi, faire faillite frauduleuse et on vous pardonne. Mais les dettes d'études, on vous les pardonne jamais. Vous êtes obligé de les payer jusqu'à votre mort. Et si vous mourrez, c'est vos descendants qui la payent. Donc, et c'est très cher aux États-Unis. Très, très cher. Et ça commence au collégial. Et on sait que les défauts de paiement, ça s'accumule. Bien sûr, parce qu'ils trouvent pas de travail. Ou quand ils trouvent du travail, c'est à des conditions telles qu'ils vivent au seuil de pauvreté, même s'ils ont un niveau universitaire, tout ça. Donc c'est une bulle, les derniers chiffres que j'ai lus, qu'on estimait à quelque chose comme pratiquement la bulle de subprime en 2007-2008, quelque chose comme 3 000, 4 000 milliards de dollars. Moi je pense quoi? Je pense que ce serait autour de 2 000 peut-être. 2 000 milliards de dollars. Et la quatrième bulle? La quatrième, c'est celle des gaz de schiste et le pétrole de schiste, parce que il y a des faillites innombrables qui se sont accumulées depuis les dernières années, et toutes ces faillites sont des prêts bancaires non payés. Donc ça aussi, c'est une bulle qui s'accumule. Mais qui peut ne pas exploser si jamais les prix du pétrole se redressaient. On en parlera en deuxième partie de pétrole. Voilà. On verra si justement à cause du schiste ils n'arrivent pas à se redresser. Alors, qu'est-ce qui peut sauver ce capitalisme irrationnel de sa folie? Le retour à une forme de croissance nouvelle, parce qu'on a beaucoup misé sur une croissance nouvelle portée par les GAFA, portée par l'économie numérique. Vous dites, c'est du vent. Tout ça n'a pas réussi à créer suffisamment de valeur. Donc, les nouvelles technologies n'ont pas construit un nouveau modèle économique. Non, pas du tout. Attendez, vous risquez de passer pour un passéiste. Bien sûr, oui, vous savez qu'Emmanuel Macron a été élu sur un programme de ce type et que aujourd'hui, ce qui est en vogue dans le monde, c'est que, c'est destruction
réflexion créative. Oui, hein. oui, je sais, j'étais l'un de ceux qui ont annoncé officiellement l'élection que Macron serait le futur président des États-Unis. De France. Quel lapsus. Président français, je l'ai annoncé en novembre 2015. Et c'est des gens qui étaient je sais plus si c'était une conférence ou un symposium, qui m'ont envoyé des mails pour me dire, voilà, on se souvient, telle date, novembre 2015, vous nous avez dit, voilà les raisons, Rothschild, etc., ceci, cela, la conjoncture, voilà comment ça. Et c'est Macron qui va être placé parce que c'est lui qui va être le bon pion de la finance internationale. Point à la ligne. Bon, pas la peine d'être grand oracle pour le comprendre. Hein. Bon, donc votre question, c'était comment se fait-il que ce capitalisme tient quand même, et malgré... est-ce qu'il peut être sauvé par la nouvelle économie? Est-ce que la nouvelle économie porte en elle suffisamment de potentialité pour créer un nouveau consensus? Non, pas du tout, parce que ça c'est un phénomène connu depuis très longtemps en économie. Je veux dire, n'importe économiste le sait. Parce qu'il a fait des bonnes études d'économie, économie politique, et pas l'économie mathématique et financière, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le secteur tertiaire non marchand. Le secteur tertiaire non marchand, c'est tout le secteur tertiaire qui part des loisirs jusque les besoins superficiels, tout ce qui est besoin superficiel, casino, c'est l'économie du temps libre, golf, loisirs, etc. Ça, c'est le secteur non marchand, parce qu'il peut pas se nourrir lui-même. Alors, je sais pas qui donnait cet exemple, Keynes ou Marx, enfin, je sais pas beaucoup. C'est Ricardo plutôt. Il disait bon, non, c'est peut-être Keynes, parce que tant Ricardo, ça n'existait pas. Si vous êtes perdu quelque part dans la nature, la première chose que vous allez vous chercher, il y a de l'orage, il y a de la tempête, tout ça. La première chose que vous allez chercher, c'est une route pour vous sortir, ou un hôtel, ou un restaurant. Vous n'allez pas chercher un terrain de golf pour jouer au golf. Alors voilà, donc la route, oui, ça sert, le transport, ça c'est le secteur tertiaire marchand. L'hôtel, oui, le restaurant, oui, mais le golf, le casino, l'internet, Google, attendez, Facebook, tout ça. Il y a des droits de télévision quand pour aller voir jouer Tiger Woods. Enfin, c'est plus le même aujourd'hui. Il y a des chaînes de télévision qui vendent l'accès à l'image, l'accès au programme très cher. Donc ça fait marcher quand même. C'est un marché. Non, mais c'est exactement quand vous vendez une heure de golf. L'heure de golf que vous avez vendue, elle vous a rapporté de l'argent. Mais cet argent n'a fait aucune table à personne, aucune chaise pour personne, aucune voiture pour personne, aucune maison pour personne, strict rien dans l'économie réelle. C'est ça le problème. C'est que c'est de l'argent qui se fait dans le secteur donc tertiaire non marchand, qui est incapable de se nourrir lui-même. Vous ne pouvez pas soutenir l'économie de l'acier, du fer, etc., des utilités, comme on les appelle, des commodités, avec simplement de l'argent qui fait de l'argent artificiellement avec des jeux. Ça n'a aucun sens. Donc il faut que des gens gagnent de l'argent avec de l'acier, du fer, du bois, de la pêche, je sais pas quoi, pour aller jouer et pour payer ces jeux. Mais si chez eux se payent eux-mêmes et ces jeux servent à acheter des tables, des trucs, alors c'est ce qu'on appelle à ce moment-là de l'argent qui achète de l'entropie pure, c'est-à-dire c'est de l'énergie dégradée pure qui ne laisse aucune unité derrière elle. Alors si on va dans la thermodynamique et la biophysique, ça devient plus dangereux. Mais les GAFA, c'est pas ça, hein. L'économie numérique, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc. C'est plus aujourd'hui une sorte de nouveaux moyens d'améliorer la productivité du travail. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, on fait plein de choses pour lesquelles on prenait beaucoup de temps auparavant. On arrive à les faire plus vite aujourd'hui parce que il y a ces plateformes Biface qui nous apportent des solutions. D'accord. Il y a cet aspect-là. Mais le problème, c'est que c'est un couteau, une lame à double tranchant. Parce que de plus en plus la robotique, la mécanisation, la machinerie numérique, etc., remplacent les ouvriers, remplacent les employés, remplacent le salariat. Et le problème, c'est que le différentiel entre ce gain de productivité entre guillemets par les robots qu'on les appelle, il y a de la robotique maintenant, comment dire, friendly, le robot et l'homme travaillant, tout ça, ça fera que la diminution de salariat proportionnel fait que la consommation baisse, l'épargne baisse, et donc les possibilités d'investissement baissent parce que la machine, elle accélère tout ce que vous voudrez, mais elle ne consomme pas. Est-ce qu'on disait pas la même chose à l'arrivée de la machine-outil, à l'arrivée de l'électricité, à l'arrivée du premier ordinateur? On a toujours dit ça, mais finalement, il y a une répartition, une réallocation du travail qui finit par se faire dans la durée. Ah non, ça c'est des cycles. C'est des cycles.
Regardez la crise de 1930, la crise de 73, la crise de 98. C'est des cycles. La crise de 2007, c'est des cycles. Mais sur le temps long, remplacer le salariat et l'être humain par des machines, qu'elles soient numériques, que ce soit l'ère de la mécanisation, l'ère de l'informatisation, l'ère de la troisième révolution, la numérisation, la numérique, c'est exactement le même problème. On cherche à remplacer l'être humain qui est un coût structurel, et en plus c'est un coût revêche qui peut faire de la grève, qui peut revendiquer, qui peut tout ça. On cherche à tout prix à le remplacer par des moyens de production hyper docile, et ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. La robotisation, la mécanisation, jusqu'à la robotisation, qui a commencé ça? C'est les Japonais et les Allemands. Or, les Japonais et les Allemands... Le capital... un petit peu les Anglais. Le capitalisme industriel, ce qu'on appelle le capitalisme entrepreneurial. Mais eux, ils ont commencé dans les années 70, pas pour remplacer les ouvriers et les éliminer et transformer les coûts de salariaux en profit. Ils ont fait ça parce que les produits allemands et les produits japonais étaient tellement en demande que la main-d'œuvre ne suffisait pas à produire. Donc, ils ont mis les robots à côté de l'employé, pas pour l'éliminer. Ensuite, les Anglais, les Français, les Américains, tout ça, eux se sont robotisés, pas pour mettre le robot à côté de l'employé, mais pour remplacer l'employé, ce qui est très différent. Donc, regardez, l'Allemagne aujourd'hui, c'est le moteur économique de l'Europe. Le Japon, c'est le moteur des tigres jusqu'à maintenant et des dragons. Donc, professeur, mais on pouvait quand même imaginer que dans on va dire le grand crash moral du capitalisme après cette crise financière de 2008-2009 et le fait que les banques se soient avérées être des banques qui ne respectaient pas les règles, qui trichaient, qui cachaient les règles toxiques. Mais ça a eu des conséquences terribles. On a dû puiser dans l'argent public, puiser chez les contributeurs, etc. On pouvait s'attendre à ce que des formules alternatives, tout ce qui dans la société est proposé pour contourner ce système-là avance plus vite. Or, on se rend compte quand même que c'est pas le cas. Enfin, on est toujours dans une configuration où le capital financier reste puissant. Le commerce équitable n'a pas fait florès comme on aurait pu. L'économie collaborative. Pas tout à fait, ça bouge, mais ça va pas à la bonne allure. Pourquoi c'est dû à quoi? Non, ça reste très très marginal pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, personnellement, j'ai essayé au Canada de participer à des lancements de coopératives, de textiles, de ceci, de cela, de l'autogestion. Oui, de l'autogestion, des choses comme ça, coopérative de travail, coopérative commerciale, coopérative, plusieurs sortes mais ça n'a pas tenu tout simplement parce que par exemple, je sais pas moi, ils ont besoin de fonds de roulement, ils vont voir le banquier. Or, le banquier, c'est un capitaliste financier. Lui, il n'a absolument pas intérêt à ce que les économies parallèles fleurissent. Donc, il leur fait des conditions de prêt tellement terribles par rapport aux conditions de prêt qui ferait un capitaliste habituel, qu'il les a étouffés. Alors je connais Tricofil, une énorme coopérative de textile que les banques ont tuée, Cooprix, une très grande coopérative de supermarchés associatifs, tout ça qui a été tué aussi par le crédit bancaire. Donc le système n'a pas intérêt. Alors le système a intérêt à tolérer marginalement ce qu'on appelle le café équitable, ceci, cela, des économies associatives d'échanges, de quartiers, de trucs, de bidules, de très secondaires, mais ne tolérera jamais que ça devienne quelque chose de significatif dans le circuit économique. Alors, il n'empêche qu'il y a une limite quand même physique et naturelle à cette folie du capitalisme. Vous la rappelez de temps en temps, cette limite, c'est ce que peut supporter la Terre. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec les émanations de GES, des gaz à effet de serre, on est en train d'approcher très vite de la limite, notamment à cause du réchauffement. Qu'est-ce qui peut changer de ce côté-là? Est-ce que la prise de conscience, elle peut changer? La crise financière n'a pas provoqué de grands chamboulements. Est-ce que le réchauffement peut provoquer ce chamboulement? Écoutez, vous avez vu le glacier qui s'est détaché c'est des milliers de kilomètres. 3 fois la taille de l'Algérie, carré, trois fois la taille de l'Algérie. Il suffit de dire ça. C'est fou. Ça va provoquer un réchauffement parce que donc il y a une quantité de froid qui va quitter le principal, l'Antarctique, donc. Le principal réservoir de froid de la planète. Et cet énorme, 3 fois l'Algérie, lui, il va fondre petit à petit, donc
Donc c'est ça, deux phénomènes en même temps qui vont. On ne sait pas ce que ça va provoquer. On n'a aucune idée à quelle vitesse ça va provoquer et quoi. Les îles Marshall risquent de disparaître à cause de ça, à cause de ce glacier. Hein. Des millions et des millions de gens dans le monde qui habitent le Bangladesh, etc., à des niveaux très proches ou même plus bas que le niveau de la mer, risquent de ne plus avoir d'habitat. Où ils vont aller? On va les mettre à Paris, à Londres, mais c'est une calamité. Alors vous vivez en Amérique du Nord, comment vous avez vécu, comment les Canadiens au moins ont vécu ce revirement de l'administration nord-américaine sous Trump, qui a quitté l'accord de Paris sur le réchauffement climatique? Les Américains, écoutez, c'est pas compliqué. L'Américain lambda, il comprend rien. De toute façon, la preuve, c'est qu'il a voté. Oh oui, d'ailleurs, Trump est le premier Américain à rien comprendre à rien. Donc, c'est pas la peine d'aller très loin. Et non, ils s'en foutent réellement. Eux, c'est laisse-moi mon job, laisse-moi ma voiture, laisse-moi mon bungalow, laisse-moi mon frigo, et le reste, je veux rien savoir. C'est tout. Et c'est le court terme, l'hyper court terme. Et Trump, c'est vraiment de la politique de très basse, politique aérie de démagogie inouïe. N'empêche qu'il y a quand même quelque chose de cohérent dans tout ça. Il y a des intérêts liés à l'industrie pétrolière qui, elle, est... Ah ben bien entendu. Ce qui est cohérent, c'est que c'est lié aux lobbies qui l'ont élu, c'est tout. C'est lié aux lobbies qui ont fait qu'il a eu la présidence. Et donc toute sa campagne électorale, c'était de dire à ces lobbies, vous inquiétez pas, je vous donnerai ce que vous voulez. Donc le lobby du charbon, le lobby des armements, le lobby du pétrole, c'est tout. Alors nous, là où ça nous intéresse et ça nous parle en Algérie, c'est l'aspect pétrole. On a vu que finalement, le redressement des cours du pétrole que l'OPEP a tenté d'obtenir en réduisant sa production au deuxième semestre déjà de l'année dernière, 2016. Le premier accord avait eu lieu ici à Alger à l'automne. Eh ben, il a tout de suite remis en scène une partie de la production du gaz et du pétrole de schiste américain. Est-ce que vous vous attendiez à cette capacité de résilience des producteurs américains qui font que à partir de $30-35, certains d'entre eux se sont remis à faire des forages horizontaux? Oui, disons que et de la facturation. Oui. Pourquoi? Parce que derrière chaque forage de schiste, de pétrole de schiste ou de gaz de schiste, la plupart, il y a des énormes pouvoirs financiers. Il y a des énormes pétrolières comme Exxon, comme Shell, comme il y a beaucoup d'indépendants aussi, professeur. Oui, il y en a énormément, Mais il y a aussi donc Exxon par exemple a dû résilier toute une série d'actifs pour rembourser des dettes accumulées à cause de son aventure dans le schiste. Et c'est Shell. Shell donc a reculé dans le schiste. Mais grosso modo, je m'y attendais pour cette raison. C'est la première raison parce que artificiellement, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que les Américains, la société américaine n'a pas de filets sociaux. Il n'y a pas de filets sociaux. Wallo. Donc 1%, 2%, 3% d'inflation, et l'origine de l'inflation, c'est l'énergie. Dès que vous augmentez le prix du gallon de pétrole sur le marché américain, c'est un effet domino, tout augmente. Alors 2-3% de taux d'inflation aux États-Unis, et ils ont une révolte, donc ils peuvent pas se le permettre. Alors toujours avec cet esprit court-termiste, il faut même, moi je parie, il y a rien de visible, je n'ai rien trouvé, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'indicateur, mais je suis prêt à parier qu'ils subventionnent ceux qui font du schiste, du pétrole et du gaz de schiste. Alors c'est une affirmation importante, professeur, parce que vous nous avez dit il y a 18 mois sur ce plateau d'invité du direct à Radio M que vous vous attendiez à ce que la bulle du gaz et du pétrole de schiste éclate plus vite, oui, et que on se retrouve dans des configurations de marché plus ordinaires où l'OPEP n'aurait plus à faire avec ce producteur, ce swing producteur à la marge qui aujourd'hui régule le marché mondial. Est-ce que aujourd'hui vous dites qu'il va falloir que nous, pays producteurs entre guillemets conventionnels, traditionnels comme l'Algérie, nous habitions à vivre avec le pétrole non conventionnel américain pour les prochaines décennies? Franchement, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Je ne vois pas comment les Américains pourraient maintenir... 6 millions de barils jour, quand même. Ah oui, non, 9 millions, ou quelque chose comme ça. 6 millions provenant de cette production. Oui, d'accord, oui. 6 millions de... Oui, mais le dernier mois, je pense, il y a 500 puits qui ont fermé. Donc là, ils se concentrent sur les puits les plus rentables. Or, les puits les plus rentables en schiste et bitume, enfin, mais surtout schiste, bitume, c'est le Canada, sable bitumineux, c'est 8% à peu près d'espérance de gain de rentabilité par puits. Or, le conventionnel, c'est 30%. C'est 30% et plus. Ça dépend des bassins. Donc, on est passé de 3%, des bassins, des puits qui donnaient du 3% environ, à des puits qui donnent du 8%. Mais si on prend... Alors, ils sont concentrés là-dessus, première mesure. Deuxième mesure, ils ont mis une pression énorme sur leurs fournisseurs. Ceux qui leur fournissent l'eau, les camions, le transport, les derricks, le service au puits. Tous les prestataires. Ils leur ont baissé les prix, ils les étranglent. Voilà les conditions, sinon on vous étrangle. Or, tout ça, ça fait que, d'un côté, on utilise les gaz et les pétroles de schiste qui font qu'on maintient la machine américaine, et d'un autre côté, on tue les emplois, le salariat, le pouvoir d'achat, etc., chez les sous-traitants, chez les fournisseurs, et tout ça va finir par s'équilibrer un jour. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la fourchette d'équilibre? Là, on a l'impression qu'à $50, tout le monde trouve son compte. Même si, certains pays de l'OPEP souhaiteraient quand même que le pétrole soit au-dessus, mais on se rend bien compte que dès qu'il monte de 3, 4, $5 au-delà des $50 en moyenne, l'offre américaine redevient pléthorique. Et donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se dessiner autour des $50 pour qu'on maintienne dans un prix carré le schiste américain et qu'il y ait un minimum de revenus pour l'OPEP et les non-OPEP conventionnels. Oui, mais les effets qu'on va voir des retombées négatives, polluantes, etc., des gaz de schiste sur l'Albien quand même. On va creuser très loin. C'est pas M. Trump que ça va émouvoir. Pas du tout, non, absolument pas. Ça c'est à effet retard. On va le voir. Là, quand j'ai quitté Canada il y a 2 semaines à peu près, je lisais dans les journaux qu'à Chicago, des centaines de personnes ont dû être hospitalisées parce que l'eau qu'ils buvaient était contaminée, et puis il y a des dizaines de morts. Dans quel état? Chicago, le Michigan, l'Illinois. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Ils savent pas alors est-ce que c'est des gages de schiste, mais dans cette région, il n'y en a pas tellement, à ma connaissance. Mais qu'est-ce que c'est? Donc les effets vont revenir. Alors l'Albien, c'est pas, je veux dire, les roches souterraines sont interreliées, on va pas mettre des frontières. Donc tout ça, c'est à effet retard. L'autre effet retard, c'est ce que les producteurs de gaz de schiste et de gaz de pétrole non conventionnel, qui sont effectivement très nombreux et qui commencent à peser dans plusieurs régions des États-Unis, l'effet indirect sur les fermes qu'ils massacrent, les terrains agricoles qu'ils massacrent, parce qu'ils les rachètent, et puis après il y a du méthane qui sort partout et qui rend la terre complètement infertile, qui rend l'élevage du bétail extensif non plus pas possible, etc., et l'appauvrissement de tous les sous-traitants, tout ça sur qui ils mettent toute cette pression, qui est toute une partie de la main-d'œuvre américaine qui est derrière le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Donc tout ça va être des effets retards qui vont sortir. Alors il y a plein de pays, pas l'Algérie, mais on va évoquer l'Algérie dans un instant, plein de pays qui ont fait des moratoires, qui ont retardé l'utilisation, le recours au gaz de schiste, et qui l'ont lié au développement de nouvelles techniques dans le forage, dans la fracturation de la roche, qui ne soient pas justement invasives comme celles que vous décrivez, avec les produits chimiques qui vont dans la nature, etc., qui polluent les nappes albiennes. Est-ce que vous connaissez en ce moment des progrès dans les techniques de fracturation qui pourraient faire en sorte qu'elles soient plus propres demain? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je n'ai rien vu de sérieux. Écoutez, d'abord, les produits chimiques... Qui a fracturé? Il y en a 120 à peu près, d'après non, qu'est-ce que je raconte? 900, je sais pas quoi. Il y a des chiffres effarants, quoi. Il y en a qui parlent de 500, 600, 800, 900, on sait pas. C'est très secret, c'est la boîte noire. Même ça... À la limite, pour moi, c'est même pas le vrai problème, parce que l'autre problème, c'est que vous faites la fracturation. Que vous fassiez de la fracturation avec des produits chimiques et des diluants, des solvants, etc., qui polluent, ou que vous faites de la fracturation avec de l'oxygène pur, ça n'empêchera pas
des effets autres que juste les effets des produits chimiques que vous injectez. Par exemple, ce qu'on appelle la sismicité induite. C'est-à-dire qu'on induit des tremblements de terre qui n'existaient pas, qui font des crevasses, qui dévient des nappes. On peut vous opposer que pour les zones où il y a du gaz de schiste, des réserves de gaz de schiste dans le Sahara algérien, ce problème de sismicité n'en est pas vraiment un, puisqu'il n'y a pas de population aux alentours. Ah ben oui, mais écoutez, on ne connaît pas dans quelles limites les vibrations, tout ça de sismicité produite se font. Je ne sais pas s'il y a des géologues qui peuvent dire ça, mais est-ce que vous pouvez dire qu'à 3 kilomètres à la ronde, enfin autour d'un puits, les effets s'arrêtent? Professeur Aktouf, le gouvernement algérien n'a pas prononcé de moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste. On sait que le puits d'essai Ain Salah a été interrompu. Mais n'oubliez pas aussi, pardon, qu'il y a le méthane. Hein. C'est-à-dire le gaz que vous fracturez qui sort lui aussi. Hein. En même temps. Est-ce que vous trouvez ça normal que le gouvernement algérien ne renonce pas explicitement à l'exploitation du gaz de schiste? Pas du tout, pas du tout. Pour moi, le gouvernement algérien devrait, c'est vraiment, il y a, pour l'instant en tout cas, dans l'état actuel des connaissances des choses, aller vers le gaz de schiste et les pétroles de schiste, ce n'est pas bon. C'est clair, net, précis. Bon, on sait très bien. Si on veut faire du court-termisme comme les Américains, ben allons-y. Mais demandons-nous sur le long cycle, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Mais non, si on reste avec cette épée de Damoclès sur la tête, moi je suis pas tranquille. En même temps, il y a des difficultés à rattraper le programme de production d'électricité solaire, 22 gigawatts prévus à l'horizon 2030. On a du mal à lancer le premier appel d'offres qui est quand même colossal, 4000 mégawatts, l'équivalent de 4 gigawatts d'électricité solaire. Le gouvernement a introduit une clause très exigeante qui est celle d'industrialiser une partie des panneaux en Algérie. Donc les sous-traitants, les candidats à ces appels d'offres devront donc usiner en Algérie une partie de la production et ils sentent que ça a posé beaucoup de problèmes. C'est pas le seul, mais un des problèmes, ça a été celui-là. On a considéré que cette exigence était trop haute. Est-ce que vous dites, si on doit arbitrer, vous dites il faut lancer d'abord la production d'électricité, ne pas être trop exigeant, et puis voir après, plus tard, comment intégrer les composants qui vont sur les champs solaires, etc. Vous êtes plutôt pour plus de flexibilité pour rattraper le retard? Ben écoutez, rattraper le retard, non, on rattrapera jamais le retard. Je vais juste colmater les brèches, hein. Commencer par colmater un petit peu le temps perdu. À ma connaissance, ce qui se passe avec ça, c'est la fabrication des panneaux avec le silicium, et apparemment c'est très très cher. Bon. Donc, pourtant nous on a de la silice, hein. Le Sahara est plein de silice, mais la technologie apparemment est très très coûteuse. Alors ça serait une espèce de non-sens que de produire des panneaux qui coûteraient infiniment plus cher que l'énergie qu'on irait chercher. Bon, donc il y a des arbitrages à faire là, mais je pense que tout investissement dans tout ce qui peut être alternative au gaz, au pétrole, tout ce qui s'ensuit, quel qu'en soit le coût, n'est pas perdu. Sur le long temps, sur le temps long. Voilà. Donc il est urgent d'engager. Ah oui, bien sûr. Oui, absolument. Très bien, professeur. Alors, vous êtes en Algérie à un moment où il y a une sorte de crise qui s'est installée entre le gouvernement et notamment le Premier ministre et le président du Forum des chefs d'entreprise, messieurs Tebboune et Ali Haddad. Moi, je voulais d'abord vous poser une question sur la gouvernance du contre-choc pétrolier jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2014-2015, le gouvernement algérien a fini par avoir recours à de la matière grise algérienne. Il y a M. Sellel qui a fait appel à une task force composée de 7 experts. Vous avez été sollicité? Vous n'avez pas été sollicité pour faire partie? Est-ce que vous auriez fait partie de cette task force si vous l'avez été sollicité? Si j'avais été sollicité, bah bien sûr, j'aurais répondu oui. Mais j'aurais posé mes conditions que je pose toujours, c'est-à-dire si vous voulez que je serve de caution à quelque chose que vous avez déjà derrière la tête, c'est pas la peine. Si vous voulez m'écouter franchement, honnêtement dans ce que j'ai à vous dire et en tenir compte, bismillah. Mais on m'a pas fait appel, bien entendu. Très bien, donc on va partir du principe que ceux qui ont accepté avaient à peu près les mêmes conditions, c'est-à-dire ne pas de compromission, pas de compromission. On sait qu'en tous les cas, ce sont des ressources qui ont travaillé gracieusement, elles ont tenu à cela. Ah bon.
Voilà. Et donc, oui, c'était une des conditions. Oui. Il y avait la proximité qui le permettait. Et donc, il y avait que du défraiement. Voilà. S'il y avait un billet d'avion pour venir de l'autre côté, ici, c'est le gouvernement algérien qui le payait, mais les travaux en eux-mêmes n'étaient pas rémunérés. Et alors, par contre, le rendu, le restitué de ces travaux-là, vous dites que la task force a été utile, elle a aidé le gouvernement. On rappelle en 2 mots, et elle a restitué deux documents, un de court terme, c'est une trajectoire triennale de dépenses budgétaires, on va dire de stratégie budgétaire, qui tend à revenir vers non pas l'équilibre, mais au moins un déficit maîtrisable en 2019. Et puis un deuxième document qui donne les grandes lignes d'une nouvelle politique économique qui s'appelle le nouveau modèle de croissance. Vous avez consulté, vous dites de ce point de vue la task force a été utile? Ben écoutez, j'ai parcouru le document en question. Sincèrement, je n'ai rien vu de nouveau. Bon, les politiques de fiscalité, de ceci, de cela, bon, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et il y a rien de plus normal qu'un État cherche à équilibrer ses rentrées et ses sorties, etc., et qu'il aille chercher l'argent là où il est par la fiscalisation des secteurs non fiscalisés, dans ceci. Bon. J'ai lu ça beaucoup plus comme des déclarations d'intention, de bonnes intentions, diversification de l'économie, etc. Remplacement des hydrocarbures. Oui, mais c'est des intentions, mais où sont où est le concret, dans quoi Le concret, c'est pour le gouvernement, c'est pour le politique. Et oui, mais c'est diversifié, mais comment? En subventionnant des nouveaux opérateurs, en subventionnant des clés en main, produits en main nouveaux pour valoriser les hauts plateaux pour l'agriculture. Je comprends pas. Non, la task force dit plutôt diversifier en supprimant les distorsions d'allocation des ressources, c'est-à-dire en faisant en sorte que la bonne ressource va dans les bons secteurs, parce que y a un système de prix qui est trop subventionné, qui fait que la bonne ressource ne va pas nécessairement là où elle devrait aller. Oui, mais ça c'est je considère absolument pas ça comme une mesure de révolutionnaire de nouvelle stratégie économique. Ça, c'est tout simplement une mesure totalement néolibérale qui considère... Attendez, dans mon secteur, là où nous nous trouvons, nous sommes une radio sur le web. L'argent public soutient des journaux papier, qui sont en général gouvernementaux, qui consomment beaucoup sur le trésor public, qui emploient, donc mais c'est des emplois fictifs, parce que d'une certaine façon, si on se met en condition de marché, ça tombe tout de suite. Et nous qui sommes dans l'économie dure du réel, numérique, etc., nous sommes confrontés directement aux conditions du marché. Mais le potentiel de croissance, notre potentiel de croissance, il est immense, il est très grand. Cette radio, si elle passait demain sur la bande FM, elle grandirait très très vite. C'est ce que j'appelle une mauvaise allocation des ressources. Si on revient à un système neutre, système neutre, les ressources iraient, la pub, etc., iraient là où il y a du dynamisme. Aujourd'hui, ça va dans un secteur qui est en train de mourir. Mais voyez-vous, je prends cet exemple parce que je le connais, je suis dedans. Ah bah et je m'éloigne de l'idéologie néolibérale ou pas. Aujourd'hui, voilà, l'État subventionne des emplois dans un secteur qui marche pas. Il y a des journaux qui tirent à 5000 exemplaires qui reçoivent des subventions monstrueuses parce qu'ils sont pro-gouvernementaux. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais voyez-vous, là, quand je dis néolibéral, c'est à partir du moment où vous prononcez le mot marché, vous êtes néolibéral. Là, ce marché, il est où, là? Je suis désolé, le Japon, c'est une économie planifiée. C'est un marché planifié, guidé par le ministère de l'Industrie et du Commerce international. Toyota, Honda, Mitsubishi, Matsushita ne font pas ce qu'ils veulent. C'est le gouvernement, c'est un think tank énorme, ce MITI. MITI, c'est le Ministry of International Trade MITI, International Trade and Industry. Et donc, c'est les plus grands cerveaux, les majors de promotion des universités japonaises qui sont employés là-dedans et qui pensent ce que le Japon doit faire. Donc vous pensez que la task force aurait dû suggérer plus de planification plutôt que plus de mise de régulation par le marché? Non, je réponds juste à votre question de l'idéologie néolibérale ou pas néolibérale à partir parce que vous avez employé le mot marché. Non, vous avez dit il y a rien eu de nouveau. Oui. Comment on diversifie? J'ai dit la task force a suggéré de diversifier. Mais ça... on peut citer plein de... Oui, la mauvaise allocation des ressources. J'ai parfaitement compris. J'ai pas
des subventions, j'ai parfaitement compris. Pas seulement pour les ressources. Il y a des barrières d'entrée. Par exemple, il y a des secteurs où le privé ne peut pas travailler. Transport aérien, transport maritime, banque privée algérienne, il y en a pas. Plein d'activités. L'université privée, j'imagine que on peut aussi envisager que de certains secteurs. L'université privée, enfin, monsieur Lamiri en défend, il fait partie de la task force. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais il a, j'imagine pas défendu dans la task force, mais ça fait partie des, il y a plein, le GPS en Algérie, il y a le numérique, là, il y a plein de domaines qui sont encore fermés. Mais à l'investissement privé. Mais ce que je veux dire, à partir du moment où on réfléchit sur l'allocation des ressources, des subventions, etc., en termes de marché, on est dans le raisonnement néolibéral. Oui, mais c'est bon. C'est pas tellement la question. La question, c'est comment on fait pour se diversifier. Oui, mais la question, c'est la façon dont j'y réponds, moi. Oui. Donc, alors, à partir de ce moment-là, on est dans un raisonnement qui fait que on pense l'économie en termes d'efficacité, rentabilité, prendre soin de l'argent. Or, l'économie, c'est pas ça. L'économie, la définition, l'étymologie du mot économie, oikosnomia, c'est les règles, les normes et les pratiques qu'il faut mettre en place pour le bien-être de la communauté. Voilà ce que veut dire l'économie. Ça ne veut pas dire prendre soin de l'argent. Alors, ce qui fait que vous avez, par exemple, dans des pays sociodémocrates comme la Suède, que je connais bien, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des emplois de proximité. Vous êtes payé pour vous occuper de votre voisin. Vous êtes payé pour vous occuper des personnes qui vivent seules, etc., les accompagner, leur faire leur marché, leur racheter leurs légumes. Vous verrez jamais ça aux États-Unis. Le message que vous voulez dire à travers cela, c'est que l'Algérie devrait continuer à soigner son image. Elle est numéro 1 en Afrique en termes d'IDH. Donc c'est très bien. Le souci, c'est que ce modèle-là, tout le monde sait qu'il est pas durable parce qu'il repose sur la rente pétrolière qui, elle, est en train de décliner. Voilà. C'est là le problème. C'est là le problème. Maintenant qu'on subventionne je sais pas, moi je suis pour que tout ce qui est scolaire, tout ce qui est universitaire soit gratuit. Continue à l'être. Depuis le livre jusqu'au tout, l'enseignement, c'est pas une occasion de faire de l'argent. La santé, c'est pas une occasion de faire de l'argent. Regardez ce qui se passe en Angleterre. L'Angleterre, ils sont en train de renationaliser tout ce que Thatcher a privatisé. Ils renationalisent le chemin de fer, le système de santé, la poste, tout ce que Thatcher a privatisé, parce que ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est le chemin de fer. J'ai voyagé en Angleterre avant Thatcher, après Thatcher, pendant Thatcher. Avant Thatcher, le train marchait très bien, le système de train anglais était très efficace. Et après, aller de Londres à Manchester, c'était presque plus facile d'aller à pied que de prendre le train. Parce que Thatcher a privatisé non seulement le chemin de fer. Professeur, si vous défendez les monopoles publics, il y a des domaines dans les commodities où on peut vous rétorquer que la puce de Algérie Télécom, elle se vendait sous les manteaux à 60 000 dinars avant que Jay-Z n'arrive et que Ooredoo n'arrive après. Voilà. Oui, mais bien et qu'une fois que la concurrence a été créée, on est aujourd'hui bien content d'avoir plusieurs opérateurs, d'avoir le choix. Et même si ça peut enrichir certains privés, mais ça fait partie de l'économie. Oui, mais vous êtes économiste, vous savez aussi bien que moi, qu'est-ce qu'on appelle les secteurs qu'on appelle les monopoles naturels, et il y a le reste, les oligopoles, les monopoles naturels, c'est tout ce qui est besoin indispensable, essentiel pour le citoyen. Pour le moment, c'est pas ça qui est attaqué. Hein. Ça, on parle de. Oui, pour le moment, c'est pas ça qui est attaqué. Mais que l'État s'occupe de ça et qu'il le nationalise et même, on peut pas appeler ça mauvaise allocation de ressources. C'est des monopoles naturels qui assurent les besoins essentiels des citoyens, point à la ligne. Le transport est un besoin essentiel. Or, Thatcher a privatisé non seulement les trains et les chemins de fer, mais elle a privatisé les officines, les instances de régulation des chemins de fer. Alors, c'est des entreprises privées qui règlementent des entreprises privées. Alors, les deux, qu'est-ce qu'elles cherchent? À faire de l'argent. Bien sûr. Donc, ils cherchent à tellement faire de l'argent qu'ils ont désinvesti. Professeur, vous avez quand même pas le sentiment qu'on est quand même à des années-lumière de ce type de problématique en Algérie, parce que... Ah non, pas du tout. Je considère qu'on y est aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit le modèle de Thatcher? Mais personne ne parle de ça. On a une économie complètement néolibérale. Professeur, personne ne parle de ça chez nous. Citez-moi un auteur qui parle d'aller dans cette direction. Comme ça. De privatiser les commodities, de faire en sorte que ce soit les usagers, de faire reporter tous les investissements, tous les coûts sur les usagers des commodities. En Algérie, des monopoles publics naturels, l'eau, l'électricité, etc. On n'y est pas. Mais on n'arrête pas de dire qu'il faut privatiser les entreprises publiques, qu'elles sont inefficaces. Non, pas de celles-là. Enfin, on parle des hôtels, vous savez. Oui. En Algérie, le gouvernement dépense $1 milliard pour rénover les hôtels publics. On parle d'autre chose, là. Rénover les hôtels, pourquoi pas? J'ai rien contre.
Ça crée de l'emploi, ça fait du pouvoir d'achat, ça fait de la consommation, j'ai rien contre, c'est pas de l'argent perdu pour moi. Pourquoi il est perdu? Bah si, justement, parce que ces hôtels ne gagnent pas d'argent. Et l'État les renfloue tous les ans. Je parle de celle-là, je peux parler aussi des entreprises publiques dans des secteurs. Je parlais des journaux tout à l'heure. Il y en a plein. Oui. Ben écoutez, si on les renfloue... Sinon, il n'y aurait pas eu la task force. Sinon, tout irait bien sous le voilà, on est en crise. Hein. Je sais pas si vous le savez, professeur. Oh là là, je le sais. je le sais plus que jamais. Non, mais c'est bon, c'est un investissement. Un jour ou l'autre, ces hôtels seront rentables. Économiquement, il est toujours plus vous êtes en train de dire qu'il faut rien changer, quoi. Pas du tout, mais absolument pas. Je dis qu'il faut faire comme les États scandinaves, comme l'Allemagne, comme tout ce qu'on appelle. Attendez, je connais un peu la Suède. La Suède, c'est un pays où le capitalisme est un capitalisme complet, c'est-à-dire que mais il y a une redistribution par le prélèvement le plus élevé du monde de la taxe, ce qui est impossible en Algérie parce qu'on a une relation aux impôts, il faut qui fait que tout le monde considère que le pétrole, la fiscalité pétrolière est là pour nous remplacer en tant que contributeurs, et donc ça il faudra des années pour que ça change. Ça c'est la catastrophe. Voilà. Et donc c'est pas demain qu'on arrivera à monter les Sud-Européens n'arrivent même pas à le faire. Ce sera encore plus difficile pour des Algériens qui ont beaucoup bénéficié de la rente pétrolière. Donc on est entre les deux, on n'est pas encore dans ce cas de figure. Écoutez, je vais vous donner non, mais le chemin dans lequel on s'aligne, c'est le capitalisme financier à l'américaine. Bon, écoutez, on appelle des Booz-Allen, des McKinsey, des machins, c'est pas eux qui vont nous donner une économie planifiée à la malaisienne, à la singapourienne, Singapour. C'est beaucoup plus libéral que l'Algérie, la Malaisie, professeur. Hein. Il y a plus d'acteurs privés, il y a plus de concurrence dans les filières. C'est plus facile d'exporter, c'est plus facile de faire de transférer de l'argent. C'est dans une économie qui a été planifiée et dirigée par Mahathir pendant pratiquement une décennie et demie. Et tous les opérateurs privés étaient priés, comme l'Argentine maintenant, il y a une loi de finances en Argentine qui fait que si vous voulez, c'est la même chose que la Malaisie, si vous voulez investir en Argentine, vous n'investissez que dans les secteurs que l'État vous indique. Vous êtes investisseur étranger, vous arrivez en Argentine et vous dites je veux ouvrir un casino, l'État argentin vous dit j'ai pas besoin de casino. Moi, je veux une usine de lait. Je manque de lait. Alors, investissez dans le lait, sinon votre argent, reprenez-le, repartez. Alors, voilà ce qu'a fait la Malaisie. Elle a dit aux familles malaises, comme a fait le général Park avec les Zaebol, les familles qui ont créé l'industrie coréenne. D'abord, le projet de société. Quelle Corée nous voulons? Quelle Malaisie nous voulons? Voilà les plans. Les besoins essentiels, les besoins indispensables, c'est-à-dire la nourriture, le logement, se vêtir, se cultiver, se soigner, etc., se transporter, monopole naturel, c'est pas des occasions de faire de l'argent. Ça, on subventionne jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un équilibre entre un secteur public efficace. Si on a les hôpitaux publics avec les derniers scanners, avec les dernières échographies, les dernières technologies, etc., ouvrir à côté un secteur privé médical, il n'y a pas de problème. Mais quand on tue l'hôpital public, on en fait, comme aux États-Unis, un mouroir, les gens vont là-bas pour mourir. Au Canada aussi maintenant, vous savez, au Canada, vous allez dans les hôpitaux privés, vous mourrez aux urgences. Vous attendez 3 jours dans les urgences. Et vous avez l'hôpital privé en face. On a toujours pas encore vu de boat people qui partent du Canada vers les autres pays. Hein, bien sûr, mais c'est parce que justement, il y a des boat people ailleurs. C'est pour ça que chez nous, il n'y en a pas. Enfin, professeur, chez nous, au Canada. Alors, on va finir cet agréable entretien sur ce qui se passe, qui est beaucoup moins agréable. Le conflit entre le Premier ministre et le président du FCE, ce conflit, vous êtes quand même spécialiste de management stratégique et alternatif à HEC-CA. J'ai peut-être écorché votre spécialité, mais vous travaillez sur le management, vous réfléchissez à la philosophie du management. Il y a un problème perpétuel de proximité, de bonne distance à trouver entre l'État, en règle générale, l'État algérien en particulier, et le monde du business, qui fait qu'on est toujours dans le mélodrame, on est toujours dans la crise de suspicion, on est soit trop près et suspect de concussion, soit trop loin et obstacle au business qui peut générer de la croissance. Quelle est la bonne distance? C'est quoi la bonne approche, la bonne philosophie pour un État? En Algérie, on passe toujours d'une situation à une autre. Voilà. Écoutez, des solutions miracles, il n'y en a pas. Hein. Bon, il y a des approximations d'équilibre qu'on peut. Bon, de ce que je connais,
vous savez que je passe mon temps à parcourir le monde. Je vais essayer 6 mois par an dans les hôtels à travers le monde. Les systèmes où j'ai vu qu'il y a le moins, pas parfait, hein, il y a pas de perfection nulle part. Bon, il y a toujours mais les plus qui approximent le plus cet idéal d'équilibre, c'est les systèmes où il y a de la transparence, où tout est transparent. Reprenons la Suède par exemple, il y a des bureaux d'information où n'importe quel citoyen lambda peut aller demander la fiche de paye du ministre, le revenu de tel chef d'entreprise, le dernier voyage de tel ministre, de tel ou en quelle classe il a voyagé, dans quel hôtel il a, une ministre qui avait acheté avec sa carte de Suède, oui. Voilà, une barre de chocolat. Une barre de chocolat. Elle a été obligée de la rembourser. Donc voilà, c'est l'Allemagne par exemple, ils ont un système qui s'appelle le comité de surveillance. Partout, ça existe dans le secteur public et dans le secteur privé. Alors vous dites la transparence permet de travailler plus à l'aise. Voilà. Quand c'est transparent, on peut travailler plus à l'aise avec le secteur privé. On sait qui fait quoi. Le privé est dans le privé, mais c'est transparent, il triche pas. Les comptes, sont les bons comptes. Il n'y a pas de jeu sur les facturations, surfacturation, machin, parce qu'il y a des comités de surveillance depuis la facture du magasinage d'achat jusqu'au bilan. Sur la politique, les stratèges, enfin les écoles d'économie qui disent que dans les pays en voie de développement, il faut peut-être choisir des champions par filière et faire en sorte que ces champions traînent le reste de l'économie. Bien sûr, ce qui s'est passé en Corée. C'est ce qu'a fait le général Park. Oui, en Corée. C'est ce qu'a fait. En Algérie aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas ce risque politique que les champions deviennent des on comprend que le président Bouteflika a eu peur que c'est vital et que Saad Abdel devienne un faiseur de président, qu'il ait un rôle politique, même si il a toujours, a toujours dit que c'était pas son ambition, mais il a redouté et donc il a bloqué d'une certaine façon le développement de ce champion. Oui, oui. En retour, on va aujourd'hui avec Haddad, peut-être qu'on lui prête, on lui prête déjà l'ambition de devenir aussi à son tour faiseur de président, alors qu'il a toujours soutenu Bouteflika. Vous dites quoi? Vous dites que c'est dangereux cette politique des champions, ou on a quand même besoin, parce que pour affronter le monde, il faut avoir des grands groupes de taille mondiale? Les choses en soi ne sont ni dangereuses ni pas dangereuses. C'est la façon, c'est les moyens, c'est la façon dont on s'en sert. Les champions américains, c'est comme les Trump et compagnie, c'est des champions américains qui vivent sur un capitalisme de corruption totale. Le lobbyisme américain, c'est de la corruption officielle institutionnalisée, point à la ligne. C'est pour ça qu'on a des hachas comme Trump, vous le montrez à n'importe quel vétérinaire, il vous donnera un certificat Ahmar. C'est un âne batté, couplé. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a la finance derrière lui, et puis la corruption, et puis les lobbies, et puis tout ça. Bon. Donc, alors les champions, oui, mais comme la Malaisie, comme la Corée, comme le Japon, le MITI dit, prend les champions et leur dit, voilà ce que vous faites, et tout est transparent. Les comptes sont transparents. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu payes comme impôt? Qu'est-ce que tu... Et voilà le secteur dans lequel tu travailles. Voilà la frontière pour l'autre. Bien sûr, ces champions-là, moi je suis pour, mais dans une transparence totale, point, et que chacun joue son rôle. Et donc vous dites aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas peut-être casser des actifs, une accumulation d'expérience, être prudent dans le nettoyage qui est en train de se mettre en place. Ah, bien entendu, il y a le comment. Bon, il y a les intentions, mais il y a le comment. Que l'État veuille recueillir ses billes, comme dit le Premier ministre, aller récupérer son dû, moi je suis pour. C'est la moindre des choses que l'État récupère son dû. Bon, ou qu'il mette fin à des malversations, ou des malfaçons, ou des contrefaçons, ou des malfaçons d'agir. C'est normal, c'est son rôle. Mais là, jusqu'où aller trop loin, jusqu'où, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes des secrets, mais bon, c'est délicat quand même. Faut jouer délicatement. Professeur Amar Maktouf, merci beaucoup de nous avoir encore rendu visite. On termine la saison avec vous. Merci, et on est bien content de prendre quelques jours de repos. On aura rendez-vous à nos amis auditeurs à la rentrée pour de nouvelles émissions de l'invité du direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.